Précédemment, dans Émile. L'enfant se serait éclipsé soudainement, subitement. Dès qu'on a su ce qui s'était passé, on est tout de suite venu. On n'a pas réfléchi, on est venu pour aider. Et moi, je trouve un crâne tout petit. Tout de suite, j'ai su que c'était le petit. Depuis le 8 juillet 2023, l'affaire Émile intrigue et marque profondément l'opinion. Que s'est-il passé ? Comment le petit garçon a-t-il pu disparaître subitement ? D'abord privilégiée par les enquêteurs, la piste de l'accident se révèle être une impasse. Un autre scénario tient alors la corde, une hypothèse envisagée depuis le début de l'affaire, la piste criminelle. Bienvenue dans le podcast Émile, plongé au cœur d'un mystère alpin. Un documentaire original, La Provence. Épisode 2, la piste criminelle. Le 8 juillet 2023, Anne Vedovini, une habitante du Haut-Vernay dans les Alpes de Haute-Provence, signale la disparition de son petit-fils, Émile Soleil. Tout de suite, une course contre la montre s'engage avec un mot d'ordre, tout faire pour retrouver l'enfant de 2 ans et demi. Et très vite, les enquêteurs obtiennent 2 informations clés. 2 voisins, 2 témoins affirment avoir vu l'enfant marcher seul dans le hameau un peu plus d'1 heure avant le signalement de sa disparition, et un chien de la gendarmerie flaire sa trace jusqu'au lavoir, à quelques dizaines de mètres en contrebas de la maison. C'est un constat d'échec, on n'a pas retrouvé l'enfant. Est-ce que l'accident, ça doit être encore une piste qui doit être explorée ? Là, on est obligé d'envisager d'autres hypothèses. Jacques Dallest est ancien procureur de la République. Au tout début, c'est la recherche de l'enfant. Donc, accident. Comme d'un adulte, c'est la recherche. Et forcément, au fil des heures et des jours, on est obligé d'envisager d'autres hypothèses. Toujours parallèles. De ne pas écarter définitivement la thèse de l'accident, mais envisager une hypothèse de l'intervention d'une tierce personne. Qui évidemment, pour un enfant bas âge, est moins pertinente que pour un adulte, et une jeune femme en particulier, mais qui doit être forcément envisagée. Et là, les nouvelles portes s'ouvrent aux enquêteurs, et elles sont multiples. Émile a-t-il été kidnappé ? A-t-il été victime d'un accident ? Aurait-il pu être la proie d'un prédateur ? À mesure que les heures et les jours passent, sans nouvel indice, sans nouvelle trace du petit enfant, les présomptions les plus terrifiantes émergent. Sur le terrain, des battues pour la recherche d'un cadavre sont même menées par les gendarmes. Et côté judiciaire, le parquet d'Aix-en-Provence requalifie l'affaire le 21 juillet pour des faits d'enlèvement, arrestation, détention et séquestration arbitraire sur mineurs. C'est une forme de présomption. On considère, puisque la personne disparue n'a pas réapparu, qu'elle est peut-être séquestrée quelque part. Elle a été enlevée. C'est un cadre un peu fictif, mais qui permet de cette fois de poursuivre l'enquête avec une infraction proprement dite, qui est une infraction criminelle, enlèvement et séquestration, qui donne un cadre juridique, cette fois, criminel au dossier. Au départ, on ne sait pas. C'est simplement les causes d'une disparition. C'est un cadre neutre. On recherche peut-être un accident, et ça a basculé au bout d'un certain temps pour l'hypothèse que l'enfant a été enlevé et qu'il est peut-être séquestré quelque part. L'enquête change alors de braquet et devient une affaire criminelle. Perquisition, surveillance, écoute téléphonique. Avec cette requalification, les gendarmes disposent de nouveaux moyens d'investigation. Mais face à l'absence d'indices probants, d'éléments déterminants, comment les enquêteurs vont-ils procéder ? Par où vont-ils commencer ? Méthodique, ils développent alors une stratégie structurée et progressive, la technique dite du colimaçon. C'est-à-dire que dans un rayon de 20 km autour de la maison des grands-parents, toutes les personnes présentes autour du hameau le jour de la disparition deviennent des suspects potentiels, à commencer par les plus proches voisins. Les riverains, les habitants du village, du hameau. Ce qui est plus simple quand on a un hameau de 30 maisons. Donc je suppose que des perquisitions ont été effectuées dans toutes les maisons. C'est logique. Vérifier des maisons qui sont des fermes peut-être, ou des maisons avec des dépendances, c'est peut-être pas si simple de tout vérifier, des greniers, des caves. On reste sur le hameau. Vous en restez à la proximité, bien sûr. Outre les fouilles, les enquêteurs interrogent, auditionnent ce premier cercle de suspects potentiels, comme l'indique l'ancien directeur de la police judiciaire de la gendarmerie, le général David Galtier.
Pour les gendarmes, il y a d'abord les témoignages qui vont être recueillis, qui sont vraiment déterminants. Le moindre témoignage sur un véhicule suspect, sur une personne qui a été observée, que l'on ne connaît pas dans le village, doit être analysé et ensuite approfondi. Il faut qu'on aille au bout. Début septembre, 2 mois après la disparition du petit Émile, sur la base des auditions des voisins, les enquêteurs obtiennent de premières informations intrigantes qui pourraient mener sur une piste criminelle. Dans une habitation voisine de celle des grands-parents, 2 ouvriers effectuaient des travaux de maçonnerie le jour de la disparition. Forcément, quand des ouvriers sont en train de confectionner une dalle en béton de manière concomitante avec la disparition de l'enfant, tout naturellement, les gendarmes vont s'intéresser à ce secteur. Laurent Blanchard est journaliste au service reportage de la Provence. D'autant plus qu'à l'aide d'un sonar, ils avaient détecté une tache, une trace. Ils ont détruit cette dalle à l'aide d'un marteau-piqueur. Et les ouvriers ont travaillé ce jour-là, donc ils ont déplacé un camion-benne. Automatiquement, les gendarmes sont aussi intéressés à ce véhicule qui aurait pu transporter éventuellement l'enfant. Il faut tout recouper, tout vérifier, tout étudier, il ne faut rien laisser au hasard. Qualifiée de solide par les enquêteurs, cette première piste criminelle ne donne finalement rien. Mais les auditions des voisins se poursuivent et 1 mois plus tard, un autre suspect apparaît dans le viseur des enquêteurs. Le 17 octobre 2023, les gendarmes perquisitionnent une ferme agricole située à 4 km de la maison des grands-parents où ils auditionnent un jeune agriculteur de 17 ans. Il avait la réputation de rouler très vivement dans le village avec son tracteur. La piste de l'accident causé par un engin agricole a été évoquée à ce moment-là. Les gendarmes se sont tout naturellement dirigés vers ce jeune homme qui à l'époque était âgé de 17 ans. Il aurait eu une altercation le matin même des faits, de la disparition d'Émile, avec le grand-père maternel Philippe Domini. Parce qu'avec son tracteur, il aurait accroché une rambarde qui appartenait donc au grand-père. Les témoignages ont été recoupés, qui ont conduit les gendarmes donc vers ce jeune agriculteur. Cette piste s'est avérée nulle pour la simple et bonne raison que l'après-midi de la disparition, il se trouvait dans une commune voisine, à une trentaine de kilomètres du Vernet. Donc on le sait par des bornages téléphoniques qui ont annulé cette piste tout naturellement. Ces premiers suspects, ces premières pistes criminelles ne donnent rien. Mais l'hypothèse d'un accident qui aurait mal tourné reste, elle, activement explorée par les enquêteurs. Cela peut être le fait d'un habitant local, mais ça peut être aussi une personne venant et traversant le village et qui a eu cet accident, avec la volonté, devant l'énormité de l'acte, qui puisse perdre un peu le sens des choses, et en l'occurrence là, commettre le fait d'enlèvement de corps, de soustraction des preuves et du corps à l'attention des enquêteurs et en premier lieu des secours, parce qu'il aurait pu aussi essayer de demander des secours. Ça n'a pas été fait. Aucun appel au 17 n'a eu lieu. Si c'est cette hypothèse-là, c'est l'hypothèse de l'accident, mais avec une panique totale et une prise de décision rapide pour ne pas être inquiété, soustraire le corps et l'emmener le plus loin possible, quitte peut-être à le ramener par la suite pour ne plus éveiller d'autres soupçons et fermer la porte à l'hypothèse de cet accident involontaire, mais qui aurait débouché sur une soustraction du corps. 3 mois après la disparition du petit Émile, toujours aucune trace de l'enfant et toujours aucune avancée majeure dans les investigations. Suivant la technique d'enquête en colimaçon, désormais, les recherches s'étendent au-delà des habitants du hameau. Décision est alors prise de procéder à l'identification de tous les numéros de téléphone qui ont borné dans le secteur du Haut-Vernay le jour de la disparition. Aller voir si ça présente un intérêt, évidemment. Bon, on va pas le faire pour tout le monde, parce qu'un bornage sur un rayon, ça engerbe un certain nombre de personnes. On peut pas travailler sur toutes les personnes. Il faut qu'il y ait un lien, soit avec une audition, soit avec le repérage d'un véhicule, soit parce que ce numéro va apparaître à plusieurs reprises, ou à proximité du lieu, par exemple, de découverte, ou de la disparition de l'enfant. C'est ça qui va permettre de faire un recoupement. Ce travail de croisement de données pour tenter d'identifier un éventuel suspect
est réalisé grâce à un outil technologique redoutable, le logiciel Anacrime. Le logiciel Anacrime, au départ, c'est un logiciel qui permet, dans une même base de données, de rentrer la totalité de la procédure écrite et d'extraire de cette procédure les numéros de téléphone, les numéros d'immatriculation de véhicules, les noms de personnes, de la géolocalisation. Et ça nous donne à la fois des indications sur des schémas, parce qu'un Anacrime débouche sur ensuite des schémas, et ça permet de croiser les informations données entre les témoignages, d'une part, des personnes qui ont pu se trouver dans la zone, et le résultat des réquisitions, pour savoir si ce qui a été dit était vrai ou pas, s'il se trouvait bien là ou pas, par exemple. Bornage téléphonique, plaque d'immatriculation, audition, le recoupement de ces informations apporte une aide décisive aux gendarmes et leur permet d'établir une nouvelle liste de suspects potentiels. Le 7 novembre 2023, 36 domiciles répartis dans 6 départements sont perquisitionnés par les enquêteurs. Pourquoi ? Parce que dans la commune, au hameau du Haut-Vernay et au village du Vernay, il y a à la fois des estivants de passage et aussi des habitants qui ont des maisons secondaires, donc ils transitent de manière ponctuelle dans la commune. Donc tout naturellement, ils sont allés donc enquêter, perquisitionner les domiciles de ces personnes dans leur lieu d'habitation habituel. Ils ont fait un travail de terrain, de ratissage, de quadrillage, donc sur un territoire très étendu. Donc ils ont notamment récupéré du matériel informatique donc dans ces domiciles, parce que tout embryon de piste est utile. Il faut tout fouiller, tout recouper, tout vérifier. Pendant des semaines et des mois, les données récoltées lors des perquisitions sont donc analysées par les enquêteurs et le logiciel Anacrime. Mais cela ne donne rien, les enquêteurs sont dans une impasse et l'affaire du Haut-Vernay tourne au véritable casse-tête. Dès lors, plus aucun scénario ne doit être écarté, pas même le pire, comme celui du prédateur sexuel qui serait passé sous les radars et n'aurait laissé aucune trace lors de son passage. Et ce sont les plus difficiles à élucider comme crimes, parce qu'il n'y a aucun lien entre la victime et l'auteur potentiel. Ce type d'affaire est probable et se produit. Il y a malgré tout sur notre territoire des personnes qui ne sont pas contrôlées en permanence et qui déambulent dans des chemins, dans des petits villages, comme dans les villes, et qui sont capables donc de commettre l'irréparable. Le prédateur est quelqu'un qui est en chasse ou qui profite de l'occasion d'un enfant seul qui a échappé à la surveillance de ses parents. Comment identifier ces personnes ? On va pas faire du porte-à-porte auprès de tous les habitants. Bonjour monsieur, est-ce que vous avez été condamné pour acte ? Il faut aller s'intéresser au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Il y a un fichier spécifique, on appelle ça le FIJAIS, F-I-J-A-I-S, où les personnes condamnées pour agression sexuelle sont répertoriées, elles sont soumises à des obligations. Mais une fois qu'on les a identifiées, de savoir quels étaient leurs faits et gestes au moment. C'est pas simple, hein. Et ça demande forcément un gros travail de recherche. Il suffit pas d'appuyer sur un bouton pour savoir ce que faisait monsieur à tel endroit. Ou avoir quelqu'un qui aurait été condamné pour viol sur mineur dans le hameau, qui peut être tout à fait étranger à la disparition du gamin. Cette piste-là paraît assez peu plausible pour la bonne et simple raison que on est dans une zone très réduite, très repliée, tout le monde se voit, tout le monde se croise. Il aurait fallu que ce prédateur sexuel potentiel se trouve là à ce moment-là, l'opportunité faisant le larron, le petit Émile traverse le sentier, il arrive au moment opportun. Voilà, cette thèse paraît peu plausible, mais sait-on jamais. Ça peut être aussi quelqu'un qui a une pulsion sexuelle subite aussi. Voilà, ça peut arriver aussi. C'est déjà arrivé par le passé. Voilà, il faut pas non plus l'écarter, mais c'est la piste qui paraîtrait la moins plausible à cet instant. 1700 signalements, 500 prélèvements, 157 auditions, 18 véhicules fouillés. Les gendarmes multiplient les actes d'enquête, mais 6 mois après le début de l'affaire, la piste criminelle est dans l'impasse et les investigations sont au point mort. Les enquêteurs décident alors de revenir au commencement, au jour de la disparition du petit garçon, et se replongent dans le huis clos du Haut-Vernay.
Le 28 mars 2024, près de 8 mois après le début de l'enquête, il procède à une mise en situation pour confronter les déclarations des personnes présentes au hameau le jour de la disparition et tenter ainsi de détecter le détail qui aurait pu leur échapper. Cette mise en situation n'apporte aucun élément nouveau, mais 2 jours plus tard, un événement inattendu, une découverte sidérante survient. On vient de l'apprendre, les ossements du petit Émile ont été découverts hier à proximité du hameau du Haut-Vernay dans les Alpes de Haute-Provence. Notre édition spéciale se poursuit après la découverte des ossements du petit Émile près du Haut-Vernay dans les Alpes de Haute-Provence, 9 mois après sa disparition. Enfin, des ossements du petit Émile ont été retrouvés dans le Haut-Vernay à proximité du hameau, selon le procureur d'Aix-en-Provence. Sans doute la fin d'un mystère après des mois d'interrogation. La découverte du crâne confirme ainsi ce que les enquêteurs redoutaient, le petit Émile est bien décédé. Dans quelles circonstances est-il mort ? Qui en est à l'origine ? Est-ce accidentel ou volontaire ? Pour l'heure, aucune de ces questions ne trouve de réponse, du plus proche voisin au touriste de passage en passant par le prédateur sexuel, toutes les pistes criminelles restent ouvertes. Il peut être de la région, il peut venir de l'extérieur aussi. Il peut, même en étant à l'extérieur, je dirais, avoir soustrait le corps et puis ensuite le remettre sur la zone. C'est peut-être moins évident. Encore une fois, pour essayer de faire croire une thèse accidentelle ou pour faire cesser un certain nombre de recherches dans l'enquête. On peut l'imaginer. Face au flou, face aux interrogations, le laboratoire d'hématologie médico-légale de Bordeaux est missionné pour tenter de déterminer les circonstances de la mort de l'enfant. Et en septembre 2024, les premiers résultats tombent et révèlent un élément crucial. Alors les premières expertises effectuées par le professeur Christian Doutre-Meupuich révèlent donc dans un premier temps une première trace d'ADN humain étrangère à la famille, prélevée sur les vêtements de l'enfant, et il doit encore attendre 2 mois supplémentaires pour avoir donc d'autres révélations. Et là donc on a la confirmation donc d'une deuxième trace d'ADN humain, là aussi étrangère à la famille. La piste d'une tierce personne commence à poindre. L'enquête est à un tournant. Ces résultats renforcent alors l'hypothèse d'une piste criminelle dans la disparition du petit Émile. Problème, les 2 ADN sont fragmentés, abîmés et ne permettent pas aux enquêteurs d'identifier des suspects. L'ADN n'a pas marché parce qu'il est très abîmé, très fragmenté, inexploitable. Il faut bien comprendre qu'un ADN peut être transporté vraiment de manière fortuite sur une troisième personne. Est-ce que c'est un enquêteur qui aurait maladroitement donc touché les vêtements de l'enfant, qui aurait déposé ses traces, ou alors une tierce personne qui aurait donc lui en revanche déposé. Ça ne veut pas dire que la personne dont l'ADN a été prélevé donc est à l'origine d'un forfait. Donc c'est la raison pour laquelle à ce moment-là on n'a pas pu déterminer l'identité d'une personne concrète. Donc on sait qu'on a 2 traces d'ADN étrangères à la famille, mais ça s'arrête là, quoi. Dans ce contexte, les gendarmes espèrent que les résultats définitifs des analyses du crâne, des ossements et des vêtements du petit garçon apportent de nouveaux éléments pour faire avancer l'enquête. Et le 27 mars 2025, le compte-rendu définitif des expertises fait l'effet d'une bombe. Le corps du petit garçon a bien été déplacé. C'est-à-dire que la randonneuse a retrouvé les ossements qui avaient été déplacés au préalable. Il ne se trouvait pas dans cette zone de manière initiale. Il a bel et bien été déplacé. Les expertises qui ont révélé donc que le corps avait été déposé une première fois à un endroit et il a été déplacé quelques temps après dans la zone où la randonneuse a retrouvé les ossements. Comment on le sait ? On le sait par le système de pollinisation, qui est vraiment une technique optimale actuellement pratiquée par ce laboratoire d'hématologie criminelle, médico-légale de Bordeaux. On a retrouvé des pollens qui ne correspondaient pas à la zone où on a retrouvé les ossements. Ces ossements ont bel et bien été déplacés, ont bel et bien été posés à 2 endroits différents dans un certain laps de temps. Des traces partielles d'ADN, un corps déplacé au moins 2 fois, les analyses des fragments et des vêtements marquent un tournant dans l'enquête. Désormais, les gendarmes en ont la certitude, l'affaire est bien criminelle. Mais alors, qui a bien pu s'en prendre à cet enfant de 2 ans et demi ? Est-ce un voisin, un conducteur de passage, un prédateur sexuel ? À moins que la vérité soit ailleurs, au plus proche du petit garçon. Une 3e piste à découvrir dans le prochain épisode d'Émile. Découvrez dès maintenant, en exclusivité abonnée,
le 3e épisode d'Émile sur laprovence.com et l'application La Provence. Émile est un podcast original La Provence. Tous nos podcasts sont à retrouver sur notre site et sur toutes les plateformes d'écoute.